Et bonjour à toutes les deux. Cécile, comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va très bien et toi? Mais oui, écoute, très bien, je suis bien content aujourd'hui. On reçoit Clara. Salut Clara, ça va? Salut, oui, ça va très bien et toi? Oui, impeccable. Alors du coup, traditionnel petit point géographique. On commence par l'invité. Où est-ce que tu te situes actuellement? Et raconte-nous un petit peu ce qui fait beau et ce qui fait pas beau. Alors je sais que tu ne te situes pas à l'endroit où normalement tu aurais dû être, c'est dommage. Mais alors vas-y, dis-nous tout. Alors, je suis actuellement à Paris, il fait très chaud, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il fait beau, vu le contexte de réchauffement climatique, mais il fait chaud et alerte spoiler, je viens tout droit de Guyane. Où il fait plus froid? J'imagine que non. À peu près même température, mais c'est plus naturel, on va dire, en Guyane. Tout à fait, oui. Cécile, on est sur quelle météo chez toi en Allemagne? Eh bah, il fait, chaud, mais bon, on va pas s'en plaindre, en fait. Voilà. Ah, c'est une chaleur Ouais. supportable? Oui, disons qu'on en profite parce qu'on sait ce qui arrive. Ouais, OK, d'accord. Ouais, non, moi je suis là sur celui-là, je suis à Aix-en-Provence, il fait très, très chaud. Alors aujourd'hui en particulier, on est sur un bon pic de chaleur, en particulier. Là vraiment, je suis obligé d'éteindre la climatisation de mon bureau pour pouvoir enregistrer le podcast avec vous, sinon ça fait un bruit de ouf. Donc je vous cache pas que là, je commence déjà à transpirer un petit peu. Bah, ça va être bien à la fin. Ouais, alors à la fin, c'est pas possible que Tu le nous feras un point micro. transpiration à la fin, en fait. Tout à fait, le micro peut grésiller, je vous le dis tout de suite, c'est l'eau qui va tomber sur le micro. L'eau de C'est ça. ma sueur. Voilà, très bien. Bon, après ce petit point sportif, on va commencer par faire les présentations avec Clara. Clara, est-ce que tu peux te présenter à nous? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais globalement? Oui, bah, bonjour à tous, bonjour Benjamin, Cécile. Moi, je suis Clara, donc je suis actuellement chef de projet. Je suis chef de projet après avoir été chef de projet dans une autre structure et ça après avoir réalisé une thèse, hein, donc entre 2017 et 2020. Donc, j'ai réalisé ma thèse après un master, mais un master que j'ai eu en 2013, que j'ai validé en 2013 après avoir validé 2 licences, en 2011. Donc mes licences étaient des licences en sciences de la vie et de la terre, et en géographie et en 2013, j'ai validé un master en biodiversité végétale tropicale. Mais du coup, tes licences, tu les as fait en même temps? C'était la question que j'avais. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance, en fait, après le bac, donc s'il faut remonter loin, remontons, loin. Donc j'ai fait un bac scientifique et je trouvais que je manquais de culture, en littérature. Donc j'ai décidé de partir en Hippocagne et bah, grâce finalement à l'Hippocagne, où j'ai pu obtenir une première année de licence géographie et puis après une reprise, en première année de médecine où j'ai pu valider une première année en biologie. J'ai repris, les 2 licences en même temps, en 2009, donc sciences de la vie et de la terre et géographie. OK, et tu as tout de suite enchaîné avec un master, du coup, Oui, tout à fait. vraiment axé tropical. C'est ça, c'est ça. J'ai enchaîné avec un master donc dont l'intitulé était biodiversité végétale tropicale. Et pourquoi tropical? Pourquoi tropical? Alors, énorme coup de cœur pour la Guyane, lorsque j'avais à peu près la vingtaine et pour moi, c'était logique quand ce master a ouvert donc il a ouvert pendant que j'étais en licence, donc c'était, même pas prévu, lorsque j'étais en licence d'entrer dans ce master et quand il a ouvert, j'ai su, que c'était, ce que je voulais faire et c'était effectivement, un master, réalisé par des passionnés, pour des passionnés et c'était 2 années absolument, géniales. Mais du coup, si j'ai bien compris les dates des différents moments académiques que tu nous as présentés, il y a un espace entre la fin de ton master et le début de ta thèse. Oui, tout à fait, il y a 4 ans à peu près, c'est ça, 4 ans de vie professionnelle parce que, effectivement, j'ai un caractère assez curieux, et j'ai toujours été intriguée par, l'éducation nationale et donc j'ai voulu me rapprocher de ce milieu et bah, j'ai envisagé effectivement de passer les concours, mais je voulais en même temps m'imprégner. Donc j'étais, surveillante en lycée pendant 2 ans entre, mon master et ma thèse. J'ai également été assistante ingénieure, juste après le master et puis, après j'ai eu la possibilité effectivement, de faire ma thèse, donc c'est pour ça que finalement je me suis, relativement éloignée de l'éducation nationale, même si ça reste,
un milieu que je trouve extrêmement intéressant. Et ta thèse, alors, il y a plusieurs questions. Tes expériences avant ta thèse, tu les as faites aussi en Guyane ou tu étais revenue en métropole? Alors, moi, j'ai été en Guyane donc pendant le master en 2013. Je suis rentrée en métropole, effectivement. Voilà, hein, c'est la suite logique après le master. On rentre chez ses parents. Les parents étaient en métropole, donc je suis rentrée chez mes parents. Et là, effectivement, je commençais, je travaillais plutôt en métropole. Ma thèse se réalisait donc entre la métropole et la Guyane et une petite partie également au Laos, donc avec pas mal de vues de terrains différents. Donc c'était super cool pour moi. Et puis effectivement, après la thèse, donc si vous avez écouté les dates, donc fin de la thèse, février 2020. Donc je rappelle à la personne qu'en mars-avril 2020, on s'est retrouvés en plein confinement intensif. Et je vous avoue que confinée dans mon appartement, en plein milieu urbain, je me suis dit qu'effectivement, un petit retour à la nature pouvait m'aller grandement. Et donc, comme j'apprécie énormément la Guyane depuis que je connais la Guyane, je me suis dit, pourquoi pas prospecter en Guyane pour la suite. On est sur une thèse qui. Est-ce que tu te rappelles du titre? Parce que ça a l'air d'être une thèse un peu tropicale, là. Oui, c'est une thèse complètement tropicale. Alors, je vais vous épargner le titre. Par contre, je vais vous dire en quoi ça consiste. Donc, Avec qui tu l'as fait aussi? oui, alors, Avec quel institut? c'était CIRAD, donc le CIRAD et l'Université de Guyane. Voilà, donc le CIRAD, l'UMR AGAP, c'est pour ça que je dépendais plutôt de Montpellier, mais avec donc une direction double UMR, donc UMR AGAP, UMR EcoFog, et également du coup inscrite à l'Université de Guyane pour la partie universitaire. Et donc c'était une thèse qui visait, en gros, c'était une thèse plutôt en agronomie qui visait à la mise en place d'une filière, d'une plante pérenne en Guyane. Voilà, une nouvelle filière avec un travail avec les agriculteurs et un travail aussi au laboratoire pour comment améliorer finalement cette filière. Alors, juste pour la petite parenthèse, parce que du coup, on espère qu'il y a une grande diversité de gens qui nous écoutent. Le CIRAD, au cas où, c'est pour c'est l'Institut de recherche agronomique. Ça veut dire exactement, alors, je ne cache pas, je suis allé tricher un petit peu parce que je ne me rappelais plus de tout l'acronyme. C'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que là, tous les trois, on est un peu entre biologistes, en écologie, tout ça, etc. Donc ça nous paraît évident. Mais je sais que j'ai des amis qui sont en astrophysique et qui vont peut-être pas savoir de quoi il s'agit. Donc voilà, juste c'est tout ce qui relève de l'agronomie, en recherche. Très souvent, ça relève du CIRAD. C'est vrai. Et puis surtout quand on a une visée soit pays du Sud, soit outre-mer, effectivement, le CIRAD a ses velléités de recherche dans ces zones géographiques. Et pendant ta thèse, je me demandais, parce que tu nous disais que voilà, maintenant tu travaillais plus à 100% finalement dans le monde de la recherche. Est-ce que pendant ta thèse, c'était une évidence que tu n'allais pas faire 100% recherche après, ou tu étais encore en questionnement? Comment ça t'est venu l'idée en fait d'arrêter de faire que de la recherche et de t'orienter plus vers des métiers autres, quoi? Alors, l'avantage quand on est justement au CIRAD, c'est qu'on travaille vraiment pour le développement. Donc, il y a effectivement la partie recherche, mais il y a la partie développement. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'a toujours intéressée. Donc, je savais que moi, honnêtement, quand j'étais en thèse, je pensais que je ferais toujours de la recherche et toujours pour le développement. Donc, pour moi, il y aurait toujours ces deux côtés-là. Et effectivement, j'étais au CIRAD. Je connais le CIRAD depuis des années parce que j'y ai fait également mes stages. Quand j'étais en master, j'avais même fait des stages volontaires au CIRAD lorsque j'étais en licence. Donc, pour moi, la suite logique de ma thèse, c'était le CIRAD. Voilà, comme par exemple, certains d'entre vous, ça peut être par exemple le CNRS. Moi, c'était le CIRAD qui m'attirait et puis dans lequel j'avais été, entre guillemets, élevée. Donc, c'est là où j'avais fait toutes mes études. Donc, pour moi, c'était la logique. Et au CIRAD, la logique, c'est de la recherche appliquée et appliquée au développement agricole. Est-ce que tu as fait des post-doc après? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a été assez clair dans ma tête. C'est que l'idée du postdoc ne m'a jamais réellement attirée.
parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, et entre mes études, j'ai travaillé, donc je n'ai pas l'âge normal des doctorants en fin de thèse. Donc pour moi, me relancer encore dans des contrats courts ou instables, on peut même dire et ou instables parfois, c'était pas quelque chose qui m'attirait réellement. J'avais vraiment envie d'aller plus quand même vers, clairement, vers un emploi périn, donc un CDI. Est-ce que tu en as parlé avec ta direction dès le départ? Est-ce que c'était clair? Comment ça a été accepté? Je pose cette question-là parce que pour certaines personnes, c'est pas envisageable de la part des superviseurs que leurs doctorants ou doctorantes partent dans le privé. Pour eux, ils les ont formés à faire de la recherche et ça doit continuer comme ça. Alors pour, mon directeur de thèse et pour moi, c'était assez clair. C'est-à-dire que effectivement, moi, je voulais continuer, de toute façon dans le développement en pays du Sud. Donc comme c'est, quelque chose qui est quand même assez moteur, au CIRAD, finalement, si c'est pour, un temps ou même, pour, tout le temps, ne plus être après dans le CIRAD, on reste quand même sur, les mêmes objectifs. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui était dérangeant. Mais en revanche, effectivement, ma direction m'a plutôt formée à rester dans le CIRAD. Donc avec, bien sûr, on discutait plutôt de où s'expatrier, quels étaient les pays qui pouvaient être intéressants par rapport à ma thèse, par rapport à mes compétences. C'était plus ce genre de discussion-là, mais effectivement, étant donné qu'on reste quand même dans le développement agronomique, bon, même si après, dans ce que je fais actuellement, c'est plus le développement économique, mais on reste quand même dans l'accompagnement, donc on n'est pas si éloigné finalement des objectifs, on va dire, et puis des ambitions du CIRAD globalement. Ok, c'est intéressant comme parcours parce que là, on avait, alors avec Cécile, on a déjà discuté de l'aspect avoir une expérience. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est d'avoir une expérience pro en entreprise ou en fait à l'extérieur de l'académique classique, quoi, entre guillemets. Avant, par exemple, de commencer une thèse, c'est vrai que du coup, ça a l'air de. Enfin, c'est pas la première fois du coup qu'on l'entend, ça a l'air de montrer l'image de la thèse pour la personne qui l'a fait de façon différente. Vraiment, tel un contrat. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, les personnes ne peuvent pas continuer dans l'académique, hein, mais effectivement, c'est la manière de l'aborder, vraiment, juste avec un tout petit peu d'expérience dans le privé. Et quand je dis un tout petit peu, hein, on n'est pas sur du. Pas obligé que ça soit des années et des années. Parce que justement, pour rassurer un petit peu les gens qui pourraient faire ça ou qui pensent, comme tu le disais tout à l'heure, n'ont pas le bon âge quand ils sortent de thèse. Alors, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Disons que c'est assez franco-français, si ça peut rassurer les gens, parce que moi, j'ai eu la chance de faire ma thèse à l'étranger, mais c'est vrai que je vois qu'il y a quand même, nous, ça s'enchaîne assez vite et assez tôt, le début de la thèse. Au final, on doit être, alors je ne vais pas me mouiller en disant qu'on est le pays où on commence la thèse le plus tôt, mais je ne prendrai pas trop de risques en disant qu'on doit être globalement dans le top 10 des pays qui commencent la thèse le plus tôt, quoi. Donc au final, ce qui peut paraître moins jeune en France, rassurez-vous, à l'échelle internationale, même si vous êtes entre guillemets en retard pour commencer la thèse, qui n'existe pas d'être en retard, hein, vous êtes largement dans la moyenne mondiale de ceux qui font des thèses. Mais effectivement, ouais, la manière de l'aborder tel un contrat de travail, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on est à la fois étudiant et à la fois employé, salarié, peu importe, ça dépend peut-être le type du contrat, mais bon, peu importe. C'est vrai que moi, quand je l'ai fait, je l'ai abordé d'un point de vue étudiant. Toi, effectivement, tu as l'air de nous dire que tu l'as plutôt abordé d'un point de vue de contrat de travail. Alors, ça ne voulait pas dire que tu voulais pas continuer l'académique, mais c'est intéressant ce point de vue. Alors moi, j'aimerais quand même, ajouter que je l'ai abordé des 2 points de vue. Parce que ce qu'on voit, parfois à l'heure actuelle, c'est les gens qui l'abordent trop d'une façon contrat. C'est-à-dire moi, je l'ai abordé d'une façon contrat dans le sens où j'arrivais dans le monde professionnel. C'est-à-dire je rejoignais l'entreprise et j'essayais de m'adapter en tant que professionnel, en tant que maillon professionnel de l'entreprise. Mais par contre, là où j'ai abordé comme étudiante, c'est que, j'ai travaillé les week-ends comme tous les étudiants et comme tous les doctorants. Quand il a fallu ne pas compter ses vacances, je n'ai pas compté mes vacances et à la fin, j'avais mon objectif qui était d'arriver jusqu'au doctorat et ce, dans la période impartie des 3 ans. Donc
C'est en ça que c'est un peu différent du contrat de travail, parce que dans un contrat de travail, et notamment un CDD, souvent, on cherche peut-être à aller vers un autre contrat qui est la CDIsation. Et dans ce cas, on n'hésite pas à couper son contrat. Ou alors, par exemple, dans un contrat aussi, et c'est tout à fait normal parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais on ne travaille pas le soir chez soi. Enfin, voilà, ça c'est. Mais effectivement, quand on mélange les deux, quand on est en contrat et étudiant, bah, il faut savoir finalement, on a des droits pour les deux, mais on a aussi des devoirs pour les deux. Et je pense qu'effectivement, un des devoirs, c'est de se comporter aussi en tant qu'étudiant. Et être étudiant, bah, parfois, ça peut être travailler un peu plus que ce qui est affiché dans le contrat. Ça va être parfois, effectivement, notamment la dernière année, pas forcément prendre énormément de vacances. Voilà, c'est des choses qui font partie de la thèse. J'aurais pas dit mieux. C'est bien que quelqu'un le dise, au final. Oui, puis ce côté étudiant dans la thèse, c'est aussi valable. Moi, je le répète aussi aux étudiants que je croise, etc. Il y a aussi le droit à l'erreur. On est étudiant. Donc, en fait, on a aussi le droit de faire des erreurs. Enfin, c'est plus accepté peut-être que quand on a Oui, un CDI. Oui, c'est ça. c'est ça. J'espère que dans le travail, les gens ont le droit à l'erreur aussi. Dans le travail, voilà, mais bon, on comprend le côté acceptation, parce qu'on apprend aussi. Oui, mais c'est vrai que je tenais à souligner quand même ça, parce que actuellement, on voit de plus en plus de jeunes qui s'engagent en thèse, mais vraiment comme un contrat. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi à la fin des 3 ans, il faut rajouter une quatrième année, parce que parfois, il aurait fallu peut-être un petit peu accélérer à un moment donné. On reste étudiant quand on est en thèse et on va vers un objectif qui est le doctorat. Et le doctorat, c'est un objectif qu'on a pour soi, en fait. On l'a pour l'entreprise, on l'a pour l'université qui, qui ont finalement se sont engagés avec nous, mais on le fait également pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le point de vue étudiant, je pense aussi. C'est une bonne précision. On n'avait pas eu l'occasion d'en parler de ça, et c'est vrai que c'est une bonne précision à amener. Alors, aussi, une petite parenthèse tiens, par rapport à cette thèse. Alors, sans vouloir te mettre dans l'embarras si tu n'as pas l'info, mais le CIRAD, c'est mi-privé, mi-public, non? C'est pas que public, le CIRAD. Alors, c'est exactement un EPIC, donc c'est un établissement public j'ai oublié le I, mais c'est à caractère industriel et commercial, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc, en fait, on est quand même dans un établissement public, mais avec des objectifs qui sont différents de ceux d'un. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Un EPST, si je ne me trompe pas. Oh, de Voilà. toute manière, on les avait pas. Donc, C'est ça, il y en a peut-être qui vont se dire: «Ah ouais, non, mais tellement, c'est tellement ça». Mais alors, je pense qu'ils seront pas nombreux, vraiment. voilà. Alors, EPIC, c'est établissement public à caractère industriel et commercial en France. Quel était l'autre? EPST, mais je suis pas sûre que ce soit ça. J'ai un petit doute. J'avais un truc qui s'appelait. Ah oui, EPST, c'est établissement public à caractère scientifique et technologique. Voilà. Ouais, donc effectivement, il y en a un qui est orienté industrie et l'autre qui est orienté académique. Et si je me trompe pas, le CNRS, c'est un EPST. Tout à fait, oui, tout à fait, je te confirme. Le CNRS, l'INRA. Alors, du coup, l'INRA n'existe plus, donc c'est l'INRAE, parce que la page internet que j'ai est un peu vieille. Tout à fait. Effectivement, le CNRS rentre dans cette catégorie de PST. Voilà, on a appris de nouveaux acronymes. Cécile, est-ce qu'on peut les ressortir au prochain podcast, ces acronymes? Je suis pas sûre que je m'en souviendrai dans 2 heures, mais Ok, d'accord. je réécouterai le podcast pour m'en souvenir. La France, c'est le pays des acronymes. Je me régale avec ça. Et du coup, juste après la thèse, avant d'arriver sur ce que tu occupes comme travail actuellement, qui est relativement frais en termes de temps, quel est le contrat que tu as fait juste après? Alors, juste après la thèse, j'ai eu un contrat de CDI, donc en chargé de mission, en gros, dans une association en lien avec la région Guyane. Voilà, donc là, j'étais chargée de mission au début j'avais un CDD de 1 an qui a été transformé en CDI. Et donc, je suis restée à ce poste globalement, en tout, en comptant le CDD et le CDI, 2 ans. Parce qu'effectivement, après, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. Et quand le poste à l'Office français de la biodiversité s'est ouvert, là, comme vous dites que, par exemple, c'est le CNRS où vous rêvez d'entrer, moi, il y a 2 établissements que j'ai toujours regardés depuis qu'il existe, c'est l'OFB, parce que c'est quand même un établissement récent,
Et donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, avant, je regardais aussi pas mal le CIRAD. Donc, effectivement, quand le poste s'est ouvert, pour moi, c'était assez logique de candidater. Et il s'avère que mon expérience professionnelle et je pense mon doctorat également ont fait que j'ai eu la chance d'être sélectionnée sur le poste que j'occupe actuellement. Est-ce que tu as des collègues qui ont eu aussi un doctorat ou est-ce qu'ils ont des parcours différents? Alors, de ce que je vois, parce que je découvre un peu l'OFB, il y a des docteurs, effectivement, qui sont à des postes, souvent des postes de management. Voilà. Donc, moi, personnellement, dans mon entourage proche, j'ai une docteure qui est effectivement chef d'équipe et moi, je suis aussi responsable d'équipe. Voilà. Donc là, c'est les deux docteurs que je connais, mais je sais qu'il y a d'autres docteurs dans l'établissement, mais qui ont effectivement des postes de management. Et qu'est-ce que tu fais, en chef de projet? C'est quoi le chef de projet pour, l'Office français de enfin, même pas pour le l'OFB en général même. C'est quoi le chef de projet pour la biodiversité? Ce genre de questions-là, c'est quoi? Alors, comme disait mon directeur de thèse, et je pense à juste titre, en fait, quand on a fait un doctorat, qu'on l'a bien fait, on est chef de projet. On s'en rend pas compte, mais on est chef de projet. Être chef de projet, c'est quoi? Bah, c'est alors pour Je suis désolé, pour mais les vous auditeurs. me je suis obligé de mettre les bras comme ça. J'ai enfin quelqu'un qui c'est ce que je répète tout le temps depuis des années à tous les Alors, gens qui sont en thèse et tout. j'ai pas le droit Je de te laisse révéler dérouler. l'identité de mon directeur de thèse, mais je le révélerai à Benjamin entre OK, tu me le diras après. un message. Comme ça, vous OK, pourrez échanger. c'est Et tu peux pas savoir comment tu me fais plaisir. Je te laisse dérouler. c'est ça. Et donc un chef de projet, bah, c'est quelqu'un qui va amener un projet, bah, finalement de son idée jusqu'à sa réalisation finale. Et donc un chef de projet, bah, dans la vie active, donc la thèse, c'est un chef de projet souvent sur un projet. Et être chef de projet, du coup, dans la vie active, c'est faire ça pour plusieurs projets. Donc après, ça va être effectivement, quand on a une équipe, ça va être de répartir soit les projets, soit les tâches en fonction des compétences de l'équipe, bah, sur les différents membres, en s'incluant soi-même. Il ne faut pas aussi oublier ça. Il y a parfois certains écueils où on tombe dans il n'y a qu'à faire, il faut qu'on. Non, je pense qu'un bon chef de projet, c'est celui qui dit nous devons faire ça et nous allons le faire ensemble et répartir les tâches effectivement sur l'équipe en s'incluant évidemment. J'ai une question aussi. Est-ce que ça t'a paru complètement différent de ta thèse ou est-ce que finalement tu as trouvé tes repères facilement dans ce travail-là? Alors c'est un peu différent effectivement parce que déjà la thèse on a quand même enfin moi j'ai eu la chance d'avoir quand même l'appui de mon directeur de thèse qui pour moi a été un appui vraiment rassurant. Donc avec des avis au quotidien, c'était enfin c'était pas si quotidien vu que c'était hebdomadaire, mais je pouvais quand même, j'avais son appui. Donc là la différence c'est que, bah, on est en charge, hein, donc c'est à nous finalement de faire des choix, de prendre des décisions. Et là où c'est différent, c'est vraiment qu'il y a plus de projets à gérer, alors qu'en thèse, il y en a vraiment un seul. Et par contre, les choses qui sont similaires, c'est une fois qu'on a réussi à s'organiser en thèse, donc on est souvent organisé sur 3 ans, la vie active, on est souvent sur ça aussi en termes de timing. On est sur du timing de 3 ans bah, qui correspond, mais même dans le milieu de la recherche, hein, de plus en plus au timing des financements. Donc, c'est vrai que si on a su s'organiser en thèse, après, ça simplifie vraiment la tâche par la suite. Il y a un cycle comme ça qui revient de 3 ans quoi, globalement quoi. Oui, bah, en gros, pour la plupart des financements, bah, enfin, vous pouvez regarder du coup, quand vous vous placez sur un financement, on est souvent sur 3 ans. Mais même on voit par exemple la thèse, c'est 3 ans. C'est 3 ans parce que ça correspond aux financements qui sont insufflés, à l'organisme pour pouvoir supporter la thèse. Donc 5 ans, ça ressort beaucoup et puis ça colle aussi souvent avec une sorte de timing, politique, bon qui est plus à 5 ans qu'à 3 ans. Mais on est sur des timings comme ça et souvent
dès qu'il y a des changements politiques, il y a des changements après, effectivement, dans les projets, dans les façons d'attribuer les financements. Donc, effectivement, on est souvent sur ce timing-là. Est-ce que tu dois rester là toute ta vie dans ce type de travail ou est-ce que... Non, c'est une grande question, j'avoue. La puissance, c'était toute la vie. Déjà 5-10 ans, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu te projettes sur du long terme? Voilà, c'est plus mesuré. Est-ce Oui. que tu te projettes sur du long terme dans ce travail-là? Alors moi, une fois, un de mes chefs m'a dit que j'étais quelqu'un de très pressé. Donc, je me vois rester effectivement, chef de projet un temps. Après toute la vie, ça fait un peu long. J'avoue que je me suis jamais projetée à 30 ans encore. Non, la question était puissante, Cécile. La question était Ouais, mais puissante. j'avoue, ok. Mais, non, en tout cas, continuer effectivement, dans cette lancée-là, mais avec bien évidemment une évolution de carrière. Petite parenthèse par rapport à ce que tu fais à l'OFB, comme tu es à Cayenne en Guyane, les projets que tu gères sont, j'imagine, plutôt de l'ordre guyanais, dans le sens où est-ce que les compétences acquises par ta thèse, notamment sur ce type d'écosystème, ce type d'environnement, pardon, tropical, et donc notamment tes connaissances en Guyane, aident, ou juste, voilà, il y a un siège en Guyane et tu aimes bien la Guyane, vous êtes là, mais en fait, ça peut être des projets très divers, pas forcément que pour la Guyane. Ah non, non, bien sûr, ça aide parce que bah, la thèse et aussi le travail que j'ai fait après, donc proche de la région Guyane, a fait que j'ai eu vraiment un portefeuille de contacts assez important en Guyane et aussi dans les autres outre-mer. Et il s'avère que je travaille en Guyane, mais aussi avec les autres outre-mer. Et mes acquis précédents font que je réalise mon travail et j'allais dire font que mon travail est facilité, mais non, pas du tout. C'est le cœur de mon métier. Donc, en gros, si j'avais pas eu ces acquis par la thèse et aussi par le poste qui a suivi, je pense que je ne serais pas à mon poste actuellement. Du coup, on arrive sur la fin, Clara, de ce petit moment, pardon, convivial. Et en fait, voilà, est-ce que nous, on aime bien terminer avec un mot de la fin? Alors, ça se fait petit à petit dans le podcast, ça peut venir, mais est-ce que toi, tu en aurais un que tu voudrais communiquer à ceux qui nous écoutent, sachant qu'on est, voilà, on ne sait pas qui c'est qui nous écoute. Mais globalement, c'est majoritairement des étudiants en master, des doctorants, des doctorantes, et probablement des postdocs également, des gens qui sont dans le milieu-là, académique. Donc voilà, si tu as une info à transmettre, c'est le moment. Alors, bah, je vais dire que j'ai un conseil court et un conseil long. Donc, le conseil court, c'est bah, il y a les concours, mais il y a aussi LinkedIn. Donc, allez-y. Et bon, j'ai cité, Voilà. pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ah, mais Mais, si, mais bien sûr que si. Mais non, mais Bah c'est oui. au contraire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai 2 écrans en face de moi. Il y en a un, il y a ton LinkedIn en face. d'accord. Donc Donc, voilà. voilà, en gros, ça, c'est le conseil court. Et le conseil long, c'est oui, alors effectivement, on a été formé par la recherche pour faire de la recherche. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais parfois, bah, il n'y a pas assez de place ou il n'y a pas de place au moment où on a besoin d'un salaire, parce qu'il faut le dire aussi, à un moment donné, on a besoin bah, voilà, de pouvoir subvenir à nos besoins. Et on a la chance d'avoir fait cette formation qui amène un haut niveau bah, déjà de connaissances et aussi un haut niveau d'autonomie et de compétences annexes. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs. Je ne dis pas que c'est aller ailleurs, mais il ne faut pas hésiter à regarder ailleurs parce que peut-être qu'on peut trouver bah, finalement ce qu'on voulait pour un temps ou pour tout le temps, peu importe. Mais voilà, il faut vraiment aller regarder ailleurs quand parfois on peut être un peu dans un moment un peu difficile ou un peu de désespoir. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est un très haut mot de la fin, effectivement. Si vous n'y allez pas, au moins regardez ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, c'est Ah, c'est pas forcément pour y aller, mais effectivement, c'est Et c'est intéressant. En vrai tout cas, qu'on le dit pas assez, mais effectivement, il faut aussi prendre en compte l'aspect financier, en fait, dans tout ça. c'est vrai que on parle souvent de précarité de la recherche, ce qui est factuellement vrai, mais il y a aussi il y a un côté précaire aussi qu'on peut quand même, enfin, on a des doctorats. C'est-à-dire qu'on peut quand même se permettre d'aller sur un marché de travail avec moins de difficultés quand même que si quelqu'un n'a malheureusement pas fait d'études ou en a fait moins ou quoi, etc. Faut pas avoir peur de ça non plus. On reste compétitif, voilà. c'est vrai qu'en sortant,
d'une thèse, on sort souvent un peu fatigué, avec un certain, finalement aussi avec beaucoup d'idéaux, parce que c'est vrai qu'on ne s'engage pas dans cette voie-là sans idéaux, sans avoir envie de continuer là-dedans. Et il faut garder ces idéaux, ça, il faut jamais les oublier, mais il faut pas non plus s'oublier soi-même. Donc, il faut juste en fait, continuer à être curieux. Et être curieux, c'est aussi regarder d'autres offres possibles. Et vous aurez tout certainement beaucoup de choses à apporter dans ces milieux-là aussi, autant que ces milieux-là vous apporteront. Je n'aurais pas dit mieux. Ouais, ne vous oubliez pas vous-même et regardez ailleurs. On va garder ça comme mot de la fin, si ça vous va à toutes les deux. Clara, merci pour ce moment. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. À plus tard, Cécile, pour un nouveau rendez-vous podcast. Oui, et puis merci Clara, merci Ben, et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Bye bye.